Go, bonjour, bienvenue à tous pour ce débat organisé par chers clients sur un sujet qui est un sujet d'actualité de plus en plus présent, qui est l'e-réputation. Donc on est aujourd'hui réunis avec quelques experts, Thierry, Bertrand et Laurent, qui vont d'abord traiter un premier sujet, peut-être Bertrand, sur cette e-réputation. On observe ce qui est dit sur une marque, et après. Oui, commençons par l'observation. C'est en effet notre démarche avec notre plateforme Bumblebox. Alors, en effet, avant toute chose, avant d'agir, il faut savoir qu'en effet, la plupart des marques veulent savoir ce qui est dit sur elles. Et donc il faut d'une part réunir cette information-là, il y a donc une partie de recueil d'informations qui doit être opérée, et puis évidemment ajouter à ce recueil d'informations qui peut être vaste, un certain nombre de critères de compréhension, d'indicateurs. Donc c'est ce que nous nous appliquons à faire, c'est donc une notion vraiment, pour ce qui nous concerne, de photographie. On se limite, je dirais, à cette démarche-là, et on parlera après des actions qui sont à mener. Et donc cette photographie, elle va utiliser des critères évidemment d'influence qui parlent le plus, quelles sont les sources d'influence, mais aussi de tonalité des messages, de qualification de l'information, quelles sont les thématiques abordées et quels sont les principaux en bien comme en mal, parce que la réputation, bien entendu, n'est pas que négative, elle comporte aussi des éléments positifs. Donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'observe, faire un tri, est-ce qu'on observe tout, est-ce qu'on capte tout, ou on part plutôt avec des idées préconçues sur ce qu'on va chercher comme information en fonction de la marque, de ce qu'elle est, de son domaine d'intervention et de ses produits et de ses préoccupations. Donc on s'adresse à des gens qui ont déjà réfléchi au sujet avant, et on ne va pas chercher tout et n'importe quoi. Ouais, je pense que c'est comme toujours, plus la question est précise, meilleure la réponse. Donc il est assez intéressant en effet de bien cerner les sujets qui sont des sujets sensibles pour l'entreprise. Hein. Ça peut être le social, ça peut être la qualité, ça peut être d'autres critères, mais plus évidemment on va procéder par critères, par champ sémantique particulier, meilleur la vision sera plus le relief va apparaître en fait. Alors après, j'apprends ce qu'on dit de moi, ce qu'on dit de ma marque, par des thématiques, voilà, sur les thématiques. Après, donc tu parlais de la notion de pertinence et d'influence. Voilà, absolument. Nous, notre rôle est d'identifier aussi les sources qui parlent. Au fond, on répond à ces questions assez simples. Qui parle? Qu'est-ce que l'on dit de moi? Et sur quel levier je peux agir pour faire évoluer cette information, pour soutenir cette réputation quand elle est positive. Et donc, ce sont ces éléments, ces outils que nous mettons à disposition de nos clients. Alors, il y a ce qui est pertinent et ce qui l'est moins, c'est-à-dire que ce sur quoi j'ai intérêt à agir et ce sur quoi ce que je peux considérer comme peut-être mineur, mais après il y a la notion d'influence, c'est-à-dire que on doit aussi essayer de discerner qui est influent et donc de qui je dois me préoccuper et qui ne l'est peut-être pas et pour lequel il y a peut-être moins de sujets d'angoisse. Oui, c'est une question de dosage qui est importante dès qu'on passera à la phase suivante qui est la notion d'action, c'est-à-dire pour agir donc sur sa réputation et sur la discussion qui peuvent être générées. Il faut savoir en effet quelles sont les sources auprès desquelles, des sources d'influence auprès desquelles agir le plus rapidement. Ça définit des degrés finalement et une forme de prédiction du risque. Quels sont les principaux acteurs auprès desquels agir. On peut très bien considérer qu'en effet, à partir du moment où on a des acteurs influents, on puisse les traiter un peu comme des journalistes à part entière, se dire que ces personnes-là, on va pouvoir les inviter, visiter les sites industriels, visiter ces usines. Et donc, voilà, nous allons nous attacher en tout cas... Pour que tout le monde comprenne, c'est quelqu'un qui, par exemple, a beaucoup de followers sur Twitter, par exemple, qui a émis un blog sur le sujet. Voilà, avec une pertinence forte, et qui va donc être repris. On va mesurer les liens entrants, les liens sortants. Est-ce que tout ça, c'est pas fortement conditionné par Google et le fait qu'un propos négatif,
bien tourné, humoristique, va avoir très longtemps un très gros ranking et va apparaître en tête, même si c'est pas un blogueur influent, même si j'ai tenté de l'inviter dans mon usine pour qu'il comprenne mieux, est-ce que ce propos-là, il n'est pas un petit peu inscrit dans le granit et que je vais avoir du mal à le faire disparaître? C'est certain, mais enfin, on ne va pas chercher seulement sur Google les sources d'influence, et donc notre champ de recherche est plus large, mais il est évident que je veux dire qu'il y a des choses qui restent longtemps, et donc on en tient compte dans cette notion d'influence. Alors Laurent, lui, il nous a un peu pris tout à l'heure un peu à rebrousse-poil en disant que le dire réputation, c'était pas bien. Non, je dis pas que la réputation c'est pas bien, je dis pas ça, je dis ça. Ah, j'avais compris que c'était pas bien. Ce que Laurent essaye de dire, c'est que Laurent essaye de dire que il faut se méfier des termes qu'on utilise. C'est-à-dire que quand on parle d'irréputation, je pense qu'on est rien que le terme même de réputation connote quelque chose d'assez défensif et d'assez passif. Et moi, mon propos, c'est simplement de dire et d'alerter les marques sur l'utilisation même de ce terme. À cause de Brassens, c'est de la mauvaise réputation. À cause de Brassens, c'est de la mauvaise réputation, à cause du fait que finalement la réputation, c'est globalement quelque chose qu'on subit plus qu'on ne le maîtrise. Ça peut être bon une réputation, avoir une très bonne réputation. On peut avoir une très bonne réputation, mais globalement, justement, c'est quelque chose qui est fait par les autres, et c'est quelque chose qu'on subit. Et je pense que le terme de réputation, et donc d'irréputation, ça subodore que c'est pas la marque qui a le volant en main. C'est la marque subie, et du coup, on voit bien que derrière les stratégies qu'il y a derrière l'irréputation, il y a une volonté de comprendre ce qui se dit sur moi, comprendre, essayer d'influencer les influeurs, les influents, etc., etc. Il y a tout un discours qui est finalement très défensif. Et c'est souvent d'ailleurs, bien souvent, la direction de la com aussi qui va, notamment dans les grandes banques par exemple, qui va surveiller l'irréputation de la Société Générale, ou des choses comme ça. Le propos ici, c'est de se dire, c'est pas le bon terme, il faut changer ça, il faut parler de capital conversationnel. Ce que je veux dire, c'est que si on changeait rien de terme, si on parlait de capital conversationnel, on s'apercevrait que tout d'un coup, on inciterait les marques à prendre le taureau par les cornes, à justement à générer des conversations, à générer des propos positifs sur elles-mêmes, sur les marques. Et donc du coup, c'est dire, faire passer le message aux marques, de leur dire arrêtez de parler de réputation, parlez de capital conversationnel, construisez ce capital conversationnel. Si vous partez du constat qui est vrai, parce qu'on le voit dans toutes les études aujourd'hui, que rien n'a plus d'influence sur le comportement d'achat d'un consommateur que l'avis d'un autre consommateur qui va découvrir sur Internet, ce postulat de base, eh ben, il faut en faire la vérité de l'entreprise. Et donc, il faut que la marque devienne une machine à générer des commentaires positifs de la part de ses clients sur elle-même. Mais est-ce que c'est une fin en soi? Parce que la marque, elle n'a peut-être pas comme objectif de fabriquer de la conversation. Est-ce que conversation ou conversationnel, c'est pas un peu superficiel? Est-ce qu'on ne devrait pas être en train de parler de relationnel, de créer une relation, et donc, non, à travers le dialogue, symptôme d'une relation? On est complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on n'incitera pas les consommateurs d'une marque à aller parler sur le net comme ça. C'est pas, ça va pas tomber comme ça. Bon. Il faudra, si on veut les faire parler positivement, parce que bon, c'est plus facile de parler négativement de quelque chose dont on n'est pas content que d'en parler positivement. Donc pour faire parler positivement un consommateur d'une marque, il va falloir l'enchanter. Donc il y a tout un tas de problématiques d'enchantement relationnel qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir donc, globalement, la règle d'or, c'est qu'il va falloir enchanter pour faire parler. Et c'est en faisant parler qu'on va convaincre d'autres consommateurs du bienfait des propositions de la marque. Donc du coup, il faut investir massivement en relationnel, enchanter relationnellement, donner donc du coup l'impulsion nécessaire pour faire parler les consommateurs, et c'est ces consommateurs qui témoignent qui viendront en convaincre d'autres, et on arrive dans un cercle très très positif et très positif pour la marque. Et donc se dire que chaque consommateur qui dépose, qui a la gentillesse de déposer un message positif pour la marque sur le net, construit petit à petit, message après message, un capital conversationnel pour la marque, mais qui sera à terme sa plus grande richesse, qui sera à terme la plus grande richesse de cette marque, parce que c'est l'assurance de continuer à vendre demain, et l'assurance de continuer à convaincre d'autres prospects finalement. Voilà. C'est ça l'intérêt, et tout l'intérêt de la démarche, il est là. Donc c'est, arrêtons de subir l'irréputation, construisons le capital conversationnel, transformons les entreprises en des machines à générer des messages positifs de la part des internautes à leurs propos, et allons-y, parce que c'est ça qui est l'avenir, c'est ça qui
Alors, a le plus d'influence pour Oui, convaincre d'autres. Moi, je pense que la notion d'écoute, évidemment, d'écoute et de prise de parole, évidemment, fondamentale. Mais au fond, on met peut-être des mots différents, mais au total, ce sera l'entreprise qui construira sa réputation. Mais qu'elle a construit, c'est qu'elle ne la subisse pas. Voilà, Mais c'est pour ça, mais les mots ont de l'importance. C'est pour ça, les mots ont de l'importance. On est là, c'est pour ça. C'est notre métier. Mais... Et donc, du coup, après, c'est le momentum, l'enchantement, et puis il faut la bonne plateforme au bon moment. C'est-à-dire que je viens d'avoir une interaction avec la marque, je suis bluffé par ce qu'a fait cette marque, enchanté, etc. Et c'est ce momentum qu'il ne faut pas rater, et puis après, il faut le bon outil, proposer le bon outil pour que le consommateur n'ait pas 10 minutes de marche à faire. Et c'est ça. Et c'est ce moment, c'est cette interaction avec le consommateur, le bon moment, le bon outil, et on aura le bon témoignage, et comme ça on construit la conversation. Et on le verra évoluer de façon tout à fait positive, de jour en jour. Mais en fait, moi j'ai vécu une expérience dans la vraie vie avec un hôtel d'une chaîne qui me pose la question, est-ce que ça s'est bien passé, vous avez été content? Oui. Écoutez, si ça ne vous embête pas, ça serait gentil de votre part. Voilà l'enveloppe, le questionnaire à remplir. L'enveloppe, on l'a timbrée. Si vous pouvez l'envoyer à notre service consommateur du groupe, bah, ça nous fait une bonne image. Et plus que ça, plus que de capitaliser un avis positif, c'est aussi d'avoir fait manifester par un client satisfait le fait qu'il était satisfait. Chose que l'on ne fait pas spontanément, naturellement. Absolument. C'est ça l'idée. Et voilà. C'est un très bon exemple, et j'en parlais il y a quelques temps, surtout dans le domaine de l'hôtellerie, la personne, le directeur de l'hôtel, le directeur de l'hôtel, sait que le client, quoi qu'il arrive, a beaucoup de chances, de fortes chances de s'exprimer, quoi qu'il arrive. En positif, en négatif, parce que naturellement, le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur où on a envie de faire partager son expérience, parce qu'il y a plein de points de contact avec le client, il y a plein de façons d'être déçu, plein de façons d'être enchanté dans un hôtel ou dans un restaurant. C'est des prestations qui appellent à l'expression du client. Et aujourd'hui, on voit avec des sites mondiaux, dont un qui est sous les feux de la justice française, du gouvernement, bref, je ferme la parenthèse. Les gens s'expriment vraiment en masse à propos de l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, c'est presque du défensif que de dire au client, est-ce que vous pourriez vous exprimer, s'il vous plaît? L'offensif serait de lui dire, voilà, tous les moyens de vous exprimer maintenant, au début, pendant votre séjour, à la fin de votre séjour. On voit que dans les palaces, par exemple, dans les très grands hôtels qui ont une bonne réputation, eh bien, il y a une demande de feedback permanent. C'est-à-dire, tout se passe bien, messieurs, dames. Demande de feedback pendant le repas, avant, à la fin d'une journée, quand vous avez une chambre, on refait vos draps, on vous met un petit mot, on vous met un chocolat, on vous appelle éventuellement pour vous demander si vous avez besoin de quelque chose. Est-ce que ça ne devient pas un peu intrusif au bout d'un moment? Non, les gens, après c'est aux gens de dire laissez-moi tranquille, mais je veux donner mon avis où je veux, quand je veux. Voilà, il faut leur donner le choix, et l'hôtelier doit pouvoir, et c'est ce qu'on défend chez Test & Trust, l'hôtelier doit pouvoir proposer tous les outils d'interaction avec le client. Lui dire, voilà, vous voulez laisser un feedback immédiat, plus tard, prenez une enveloppe, écrivez-le, allez sur tel site, si vous voulez, exprimez-vous où vous voulez. Vous appelez le concierge. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il vaut mieux prévenir que guérir, mais il vaut mieux pas attendre que la personne ait une mauvaise expérience et qu'elle ait été... Ça, c'est le job éternel de tous les commerçants du monde, que de régler le problème immédiatement. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. On voit que par exemple, dans les palaces, eh bien, on laisse un budget à chaque employé pour régler le problème immédiatement. Tout de suite. Et il y a un budget personnel en disant, mince, il y a eu un coup de fer malheureux sur votre pantalon, alors allez vous acheter un autre costume. Parfois, ils sont capables de faire ça. Dans certaines grandes chaînes d'hôtellerie dans le monde, on commence à donner du pouvoir à l'employé pour régler le problème tout de suite. Ensuite, ça n'empêche pas... Le secret de Southwest, il y a déjà 15 ans, il disait que chaque personnel de la compagnie aérienne pouvait effectivement prendre sur lui l'initiative de corriger. Comme chez Zappos. J'arrête pas de parler de Zappos sur mon blog client. Chez Zappos, il y a un empowerment des employés qui sont en charge, eux tous, d'enchanter le client.
ils peuvent, à tout moment, ils ont un budget, ils ont la liberté totale d'interagir. Dans ce que tu dis, Thierry, c'est s'exprimer, mais aussi pour la marque de répondre. Alors, c'est important, la deuxième chose. Est-ce qu'il existe la première partie de ma réponse. Parce que s'exprimer... Allez-y, exprimez-vous. Et éventuellement, le premier dialogue, c'est pas un dialogue sur Internet. Le premier dialogue, c'est le professionnel face à son client, tout de suite. Je vais résoudre votre problème. À condition qu'il soit face à face. Oui. Ce qui n'arrive pas toujours. Mais ce qui peut arriver. Donc, il faut former les employés à aller chercher du feedback, essayer de résoudre le problème et de dire j'ai pris bonne note du fait que ce matin, lors du petit déjeuner, eh bien, il y avait une odeur de brûlé dans la salle du petit déjeuner. Je vais tout de suite le noter devant vous et je vais le dire au chef dès cet après-midi. Et si je puis me permettre, je vous offre le petit déjeuner. L'employé fait ça tout de suite. Il n'y a pas de raison que le client aille s'exprimer, sauf à dire qu'il est conscient. Ensuite, il y a quand même une toute petite dimension entre le j'informe que ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé et le je vais poster quelque chose sur Internet. Je pense que le consommateur en a hautement conscience. Bien sûr. Il a hautement conscience que quand il va déposer sur quelque chose sur Internet, un commentaire positif, il a hautement conscience de la portée potentielle de C'est son le témoignage. nouvel âge de la relation client, c'est-à-dire le client a un nouveau pouvoir, a une caisse, ici qu'il a une caisse de résonance. Parce qu'en parlant à l'hôtelier, si l'hôtelier lui dit je m'en fiche, il dit tu t'en fiches, et ben tu vas voir, demain il y aura 10 millions de personnes qui seront potentiellement, 6 000 personnes qui seront au courant potentiellement. C'est le gros changement, c'est qu'en fait on se retrouve avec des espaces où avant la réclamation se réglait soit entre quatre yeux, soit par un courrier qui partait de la nature dont on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Là maintenant c'est en pleine place publique et ne pas s'occuper ou ne pas apporter la bonne réponse à une insatisfaction, c'est de prendre le risque qui est 100 000 personnes qui observent ça et qui émettent, qui relaient un jugement négatif. Voilà. Chacun sur son espace personnel après qui va diffuser. Tout à fait. Alors il y a un impératif à la fois de savoir traiter, de savoir enchanter le client dans sa relation en amont, c'est revenir aux fondamentaux du commerce, arriver à répondre aux sollicitations, générer du feedback et montrer qu'on a écouté tout de suite, sans outils électroniques ni rien. Et puis deuxièmement, il y a un impératif dans la suite de vos observations, de vos photos, et dans la suite de l'enchantement et dans la suite de l'étude de tout ce que vous pouvez faire sur la réputation, ce qui se dit sur une marque en général, c'est rentrer dans la conversation. Et ça, aujourd'hui, il y a une étude qui est parue il y a quelques mois par W et compagnie, et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur Internet chercher les résultats de cette étude qui est l'Observatoire de la conversation, je crois. Une des raisons qui fait que les marques ne rentrent pas en conversation, c'est qu'elles ont peur. Bien sûr. Elles ont peur de s'exposer, elles ont peur de parler. Et les marques sont très inégales face à ça. Et les marques qui ont une forte, déjà, comme on disait tout à l'heure, talkabilité, c'est-à-dire capacité à générer des conversations, et puis, faisant parler d'elles, eh bien, elles ne savent pas comment rentrer dans cette conversation. Donc elles ne savent pas créer des lieux de conversation. Alors la démarche de Test and Trust, c'est d'offrir ce lieu, créer un lieu de conversation sur Internet, neutre, sur lequel nous on agit comme un tiers de confiance. Qui n'est pas le lieu de la marque. Qui n'est pas le lieu de la marque, mais c'est un lieu où les règles sont claires, où les marques sont traitées au même niveau que les consommateurs. Et pas le consommateur roi de la destruction de la réputation qui va poster sur un forum sur lequel on ne pourra jamais répondre, ou sur des sites sur lesquels les marques n'ont même pas de voix au chapitre. Donc le consommateur s'exprime sur des avis fiables et sincères, c'est-à-dire plutôt avec des questionnaires de satisfaction et un verbatim, et les entreprises vont pouvoir répondre, donc c'est ce fameux, non pas cette scénarisation, mais cette mise en scène de la conversation, avec des règles du jeu claires et nettes, dans l'idée que Internet peut devenir un espace vertueux à un moment ou à un autre, avec des gens qui s'expriment avec de bons arguments, même de façon très négative ou même de façon très positive, et les marques peuvent répondre, et cette réponse peut être attachée ad vitam aeternam à cette expression du consommateur. Il y a un risque qu'on a identifié chez Télétech, c'est que notre métier de relation client par téléphone nous a fait depuis longtemps comprendre qu'on est plutôt en train de parler de millions de conversations par téléphone, ce qui peut faire des dizaines de millions de conversations pour une marque par Internet, parce qu'il y a encore plus de possibilités et de démultiplication. Oui. J'ai 6 millions de membres sur la simple page Facebook de Nutella. Oui, il y a 22 millions de fans de Ferrero sur la planète. Voilà, donc 22 millions, ils ne vont pas tous parler. Non. Mais imaginons même que c'est un sujet intéressant parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens qui nous écoutent et qui se disent... Parce que cette peur, elle est née aussi de ça. Tout le monde va se mettre à parler, à dire n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Mais il y a des marques dont on parle beaucoup. Oui, c'est cette fameuse talkabilité. On parle beaucoup plus. Regardez, on va prendre un exemple que je donne à chaque fois et que j'adore.
Gap change son logo, tout à coup, effectivement, des dizaines, pas des millions, des dizaines de milliers de personnes disent quel logo moche, on veut l'ancien, retour à l'ancien, pétition, et là tout à coup, boum, ça part en... Oui, mais c'est un sujet mineur. On veut dire que les gens ne vont pas mourir parce que le logo de Gap a changé. Tout à coup... C'est une influence quand même. Non, mais on peut imaginer que si tel pétrolier fait partir une marée noire et qui va pourrir des plages pendant les 40 prochaines années, là, tout d'un coup, il peut y avoir des millions de gens qui parlent. On est bien d'accord. Et que, ce que je veux dire par là, c'est que la proportion, il y a peut-être un rêve de la part de certaines marques de se dire je vais créer des espaces conversationnels sur lesquels je vais prendre l'initiative, me montrer vertueux, être ouvert au dialogue, accepter la transparence, accepter la critique, etc. etc. Est-ce que ça ne reste pas quand même une illusion dès lors que le consommateur est en train de shifter des espaces qui lui sont proposés à des espaces qu'il aura choisis parce qu'il aura repéré qui sont bien plus efficaces et que le bras de levier sur ce qu'il va dire va être bien plus fort. Je pense... Certains blogs, certains médias, Internet qui vont avoir une grosse résonance, etc. Et donc de ce fait-là, la question c'est la proportionnalité néanmoins. On voit des community management qui sont des équipes de 4 ou 5 personnes face à des espaces qui regroupent des utilisateurs de la marque qui se sont regroupés, qui ont pris conscience de leur nombre de centaines de milliers ou de millions éventuellement. Et tout d'un coup, on voit que 5 sur 1 million, dès que ça va se mettre à parler, est-ce qu'on est vraiment dans de la conversation que je vais gérer par paquet, etc. Donc quand j'ai discerné ce qui se dit sur moi, qu'est-ce qui fait sens, quels sont éventuellement les principaux influenceurs dans le paquet des gens qui peuvent parler de moi, comment je m'organise face à ça? Est-ce que j'attends d'en venir? C'est pour ça que la réponse elle est en amont, c'est-à-dire que c'est en amont, c'est-à-dire que c'est en passant par une qualité de service irréprochable, c'est en passant par l'enchantement, c'est en passant par cette idée qu'aujourd'hui, il faut absolument que j'aille faire parler de moi sur Internet, sinon à terme je vais mourir. Donc qu'est-ce que je fais pour aller faire parler de moi systématiquement, le plus systématiquement, positivement, etc. Sans du coup être dans le contrôle, sans être dans l'espèce de volonté de manager ce qui va se passer sur le net. C'est avant le net que ça doit se passer. C'est avant le net que tout doit se régler. Donc c'est dans une qualité relationnelle irréprochable, parce que c'est le relationnel qui est l'élément déterminant qui fait que les gens vont aller sur le net parler d'une marque. C'est dans cette capacité à enchanter relationnellement que ça va se jouer. Derrière, ça va faire parler de moi. Et automatiquement, si je le fais bien, si je fais bien mon travail en amont, ça fera parler de moi très positivement. Et la masse des commentaires positifs, quand on parle des centaines de milliers de clients pour la plupart des marques, la plupart des grandes marques, cette masse des clients, elle doit générer un flot incroyablement positif. C'est ça l'enjeu. Il n'y a pas d'autre enjeu possible. Il n'y a pas d'autre enjeu. C'est ça. C'est un enjeu de faire... On peut aussi raisonner par l'absurde. Il y a des tas de marques qui font exactement l'inverse. C'est-à-dire qui ne dialoguent pas, qui ont comme stratégie... Je ne parle pas forcément de dialogue, d'ailleurs. Enfin, ou de conversation, où justement, je peux toujours les appeler, je n'engage pas la conversation, on ne prend pas en compte mes insatisfactions, on ne m'ouvre pas de canal pour mes réclamations, etc. Et je verrouille avec des périodes de 24 mois dans lesquelles les gens, les consommateurs ne peuvent pas sortir, vous voyez à qui je peux faire allusion. Bon. Et pour autant, ils grossissent, ils croissent, ils embellissent. Ça peut être une posture. Moi, je ne prétends pas qu'il faille rentrer en conversation systématiquement. Une marque comme Chanel, pas de raison d'avoir un community manager sur Facebook ou alors... mais ils n'ont pas des millions de gens qui cherchent à les joindre. Non, mais il y a des millions de gens qui parlent d'eux. Donc c'est une marque qui est vraiment l'objet de la conversation. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a l'enchantement, le retour, l'obligation de revenir aux fondamentaux d'une bonne offre et d'une bonne prestation. Oui, mais il y a aussi une marque comme Amazon, par exemple. On ne peut pas forcément téléphoner à Amazon, mais on n'en a pas d'usage parce que ça se passe tellement bien. Exactement. L'objectif de Jeff Bezos, c'est de supprimer le service consommateur. Donc, il n'y en ait pas. Et votre job, c'est effectivement faire des photos des conversations, de ce qui se fait sur Internet, de l'exploiter plus ou moins profondément, ce que vous mettiez à vous deux, et ensuite de tirer sur les 250 items que vous allez voir, en tirer 10 de très importants, et sur les 10 très importants, il faut que la marque se les approprie, ils disent qu'est-ce que je fais par rapport à ça, quelle est ma posture, ça je décide de ne pas répondre, ok, dans 2 ans il y aura une crise sur ce sujet, vous serez nu dans 2 ans. Si vous commencez à produire du contenu, pas forcément faire de la conversation, à produire du contenu sur le sujet dont tout le monde parle à propos de vous, bon, qui vous nuit pas trop pour l'instant, mais vous êtes toujours cité à chaque fois qu'on parle de cancer, vous êtes toujours cité à chaque fois qu'on parle de plages souillées, vous êtes toujours cité à chaque fois qu'on parle d'enfance martyrisée.
peu importe, des sujets très graves, qui viennent toujours en filigrane, un petit bruit de fond qui revient toujours. La marque doit se dire, je dois faire quelque chose là-dessus. Je dois avoir une initiative. Mais la marque, elle n'est peut-être pas simplement vertueuse, peut-être que la marque, elle ferme les yeux sur certains trucs, tant que pas pris, etc. Moi, je trouve intéressant, en tout cas, dans la démarche de Thierry, c'est le côté, justement, neutralité. C'est-à-dire que là, c'est la marque parle, mais elle parle par l'intermédiaire d'un tiers de confiance. Et là, je dirais je pense qu'il y a en effet un vrai contrepoids et qui va dans le sens de ce que tu dis aussi, parce qu'on est sur une plateforme en fait qui potentiellement a une influence, mais je dirais contrôlée, mais pas contrôlée par la marque. Donc, moi j'ai retenu ici le mot signal faible, détecter les signaux faibles, et ça me semble très important de se dire. Mais les signaux faibles, ils sont peut-être effectivement générés par des comportements à problème, mais que la marque connaît peut-être. Peut-être que le signal est faible, mais peut-être que la source elle est identifiée, connue, et que la marque, pour l'instant, a un produit qui pose peut-être problème. C'est pas toujours par fortuitement que les gens rejettent des boues toxiques, qu'ils ne traitent pas leurs déchets, qu'ils dégazent en mer, qu'ils ne s'occupent pas trop de leurs clients, ou qu'ils ont abaissé le prix de revient en réduisant les contraintes sur un produit au détriment de la qualité qui va être perçue, etc. Bon, où ils vont faire en sorte de leurrer un peu le consommateur par un goût factice remplaçant le goût naturel qui coûtait plus cher à produire, etc. etc. Donc, après, bien sûr, il y a un signal faible. Et alors, est-ce que la marque va se dire, ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le signal faible, c'est le début de la réaction potentiellement importante du consommateur, et c'est là que je fais machine arrière, et que je reviens au produit tel qu'il aurait dû être. J'anticipe, enfin, quand j'ai un produit alimentaire, ça s'est passé dans les derniers mois avec une marque alimentaire, j'anticipe, je vois des conversations à propos de l'huile de palme. Bon, je me mets à la place de cette société, elle a dû certainement faire appel à des sociétés comme les vôtres, peut-être moins bonnes, qui ont mis beaucoup de temps mais à réagir, mais il y a de l'huile de palme dans certains produits alimentaires. Oui, lesquels tiens, tel produit très connu a de l'huile de palme. Ah bon, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur demander de l'enlever. Ah bon, pourquoi pas? Faisons une pétition, et là tout à coup, le sujet qui était un signal faible à un moment sur il y a de l'huile de palme dans nos produits, bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on garde, ça coûte moins cher, oui, mais est-ce que ça risque pas de nous coûter plus cher un jour? Est-ce qu'on l'enlèverait pas maintenant? Est-ce qu'on serait pas offensif par rapport à défensif? C'est-à-dire j'observe ce qui se dit sur l'huile de palme et puis j'attends que ça tombe. Plutôt que réactif. Voilà, oui, proactif. Moi j'en ai bien comme ça tombe et qu'est-ce qu'on fait? Par exemple comme ça, on travaillait pour un des grands de la grande distribution et effectivement on étudiait des témoignages comme ça et sur des milliers de témoignages, on avait 5 personnes qui nous disaient il n'y a pas de produit halal dans vos magasins. C'était il y a 6 ans ça. Et on était capable de dire, parce qu'on a nos indicateurs linguistiques qui permettent de mesurer l'implication, etc., on est capable de dire les 5 qui parlaient de cette absence de produits halal dans les supermarchés, dans les hypermarchés, étaient extrêmement impliqués dans ce qu'ils disaient, etc. Et étaient typiquement capables de dire, là on est face à un signal faible, c'est-à-dire on n'est pas face à un détail, on est face à un signal faible qui est une grosse différence. Et effectivement, ce signal faible, on l'a vu grandir barométriquement, période après période, c'était spectaculaire de voir comme ce signal faible montait. Et aujourd'hui, il y a un rayon à la... Et aujourd'hui, il y a, c'était le début des produits communautaires, on n'avait même pas idée de ce que c'était, typiquement. Et c'est ça qu'on est capable aussi, à un moment, de l'intérêt de détecter ça et de s'intéresser à cette matière qui est extraordinairement vivante, qui est extrêmement, qui est justement pas conditionnée par les marques la plupart du temps, qui est extrêmement, qui part dans toutes les dimensions, c'est de pouvoir aussi à un moment se dire, mais où est-ce qu'est l'aiguille dans la botte de foin là, où est-ce qu'est le petit trésor, on est dans le prédictif, et d'ailleurs ça peut toucher aussi, en effet, c'est souvent des phénomènes qui sont plus du domaine des phénomènes de société, qui ne sont pas seulement l'entreprise, mais vraiment son environnement au sens très large. Moi, je vois bien, si tu peux nous redire un mot de cette histoire d'analyse lexicologique qui permet de savoir quels sont les mots qui vont vous permettre de détecter ce qui est important et ce qui n'est pas. Alors, c'est par l'étude de la syntaxe que nous, on arrive à voir ça, c'est-à-dire qu'on arrive à mesurer le degré d'implication et en fait les vraies intentions qu'il y a derrière le discours par l'étude de la syntaxe. Donc en fait,
la façon dont tout bêtement on est en train de structurer nos phrases, vous voyez, je vous parle, je cherche parfois mes mots, malheureusement parfois mes idées, mais ma syntaxe me vient incroyablement naturellement. Et ben c'est ça, c'est-à-dire que la syntaxe en fait trahit mes intentions dans le discours. Et c'est par cette étude. Par exemple, un exemple concret. Oh, je vous donne un exemple qu'on donne souvent, c'est si vous me donnez une question, j'ai deux façons de répondre. Je peux vous dire, ma réponse à votre question est X, ou alternativement, je vous réponds en vous disant X est la réponse à votre question. C'est les mêmes mots que j'utilise. La seule différence entre ma réponse à votre question est X et la réponse à votre question, c'est le même X, et finalement c'est la structure syntaxique. Et pourtant, de façon totalement intuitive, et on le voit bien tous, si j'ai répondu X est la réponse à votre question, vous comprenez bien que je suis en train de vous dire, il y a un petit côté légèrement sentencieux dans l'affaire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on va pas en débattre très longtemps parce que c'est comme ça, voilà, la réponse elle est là. Alors que dans l'autre réponse, elle est ma réponse à votre question est X, c'est moins définitif, voilà, etc. Ça peut aussi laisser le temps de réfléchir. Parce que là, dans un premier cas, la réponse vient tout de suite et je dis que c'est ça la réponse. Bien sûr. Alors, dans le cas, il y a une emphase, il y a une emphase sur la réponse, Ouais. et puis c'est là, etc. Bon. C'est ça qui est pour l'analyse des discours politiques. Alors, mais c'est ça qui est systématisé. Je vais vous répondre. C'est ça qui est systématisé. Et c'est ça qu'on arrive à mettre en place, et c'est comme ça qu'on arrive à voir, etc. Alors ça a une vraie utilité quand on travaille sur cette masse d'informations qu'il peut y avoir sur Internet, où on le sait tous, il y a à boire, à manger, enfin on est tous confrontés à ça. Il y en a un peu, etc. Il y a des choses très impliquées, d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y a du discours généré par la marque qui est un peu une langue de bois, et puis il y a des choses très profondes dites par des consommateurs qui y croient, puis il y a des fois des propos très épidermiques, mais qui n'ont pas vraiment de grande valeur. Ben, c'est cette capacité, nous on a. Alors c'est vrai que. C'est une vraie valeur cette histoire, c'est une vraie donnée nouvelle. L'implication, ouais, je pense que c'est le vrai sujet qu'il y a avec les pages Facebook des marques. C'est que j'ai liké, comme on dit maintenant, une marque. Je peux l'avoir fait parce qu'elle me faisait une promesse de voir un film ou de voir une vidéo, puis je l'ai liké parce que ça fait 20 ans que dans la famille on l'achète et c'est pour moi naturel d'aller la soutenir par cette adhésion. Oui. Et donc en fait, le degré d'implication n'a rien à voir. Absolument. Et on ne sait pas le discerner, alors que justement la syntaxe donc permet ça. de discerner le degré d'implication. L'analyse du langage, oui, permet tout à fait. Et donc là on rejoint un détecter le mensonge, moi je dis pas le mensonge, mais je dirais détecter la langue de bois, le propos de circonstance, des choses nouvelles, des choses vraiment prospectives, parce qu'il y a des types sur Internet qui sont des clients, des consommateurs qui sont capables d'arriver avec des vraies idées prospectives. On en parlait tout à l'heure, sur des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça, etc. Il y a des gens qui ont parfois des génies qui sont capables d'arriver avec des idées incroyablement nouvelles. Les clients sont riches, enfin, les clients sont des génies, puisqu'ils ont l'expérience du produit, du service tous les jours. Donc c'est ça, et donc c'est cette capacité donc du coup à faire le tri là-dedans. Certains clients, oui. D'autres clients sont, moi je trouve aussi, parfois extrêmement conservateurs, il ne faudrait pas trop que ça change. Mais bien sûr, on va peut-être le mettre 2 cm. Mais si on avait demandé l'avis aux clients le jour où on a changé on a inventé l'automobile, on leur a dit voilà une charrette avec des chevaux, qu'est-ce qu'il faut améliorer? Ils auraient dit qu'est-ce que vous imaginez? Ils auraient dit ajouter plus de chevaux, quoi. Voilà. Et pas faire une voiture. Exactement. Donc, et l'innovation, c'est améliorer la bougie, c'est pas faire des ampoules d'électricité, c'est faire des plus grosses bougies. Donc, je sais plus qui justement disait tout récemment que voilà, c'est que il faut pour innover, il faut une rupture, et pour faire une rupture, il faut casser ce qui marche parfaitement. Oui, alors il faut aussi des marques. On revient aux marques fortes. Hein, c'est un sujet. On en parle, je pense qu'on a des convictions là-dessus. Je pense qu'il faut des marques fortes avec des postulats forts, un positionnement fort pour pouvoir innover avec le client en l'écoutant, mais en écoutant ce qu'il dit, mais affirmer son positionnement. Gap, tout à l'heure je parlais de Gap qui change de logo. Parlons d'Apple aussi dans sa démarche par rapport à la micro-informatique. Gap est super fort et dans son positionnement, l'affirme. À mon avis, il n'écoute pas ses clients, mais ça c'est mon point de vue. À la fois, il écoute très bien quand il conçoit les produits, mais après, c'est bon, écoute, c'est ce prix-là, et puis si t'es pas content, on va voir ailleurs. Et puis si tu as un problème avec, ça ne se passera pas forcément si bien que chez DL ou ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre problème. Il faut des marques fortes avec des postulats. Regardez Gap qui, sous la pression de ses clients, change le logo. Moi, je pense que c'est plutôt une faiblesse de la marque qu'un côté participatif où les gens ont donné leur avis. Non. Je m'appelle Gap, j'ai une entreprise qui est créée depuis les années 60, je crois. Je décide de changer le logo, j'ai de bonnes raisons de penser que c'est ça, et ben je change. Je pense peut-être que stratégiquement c'est assez fort d'avoir dit aux gens, je vous ai entendu,
j'allais faire une erreur, vous êtes tellement important Ouais, pour moi que... pour moi, c'est pirouette, votre avis- cacahuète après. Pour moi, c'est plutôt une erreur et une faiblesse. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon bah finalement, Gap, c'est ce que je veux, quoi. Enfin, C'est la Oui, mais notion de, à un moment donné, c'est la notion des tests, hein, ça a toujours Oui. existé. On a dit dans l'automobile, à un moment donné, je crois que c'était, je sais plus, c'était pas Ségala qui disait moins de tests et plus de testicules. Moi, C'est je ça, pense c'est à un tout à moment fait donné. pour une fois que c'est Gala dit pas de bêtises. Il y Non, a non, beaucoup ouais, de choses bien aussi. Absolument, voilà. Il y a un autre point qui me semble intéressant, parce qu'on est en train de dire quoi? On est en train d'écouter le consommateur, on lui favorise sa prise de parole, on ne la laisse pas dans le désert, on la prend en charge et on va lui apporter des réponses. On va discerner dedans ce qui est un signifiant, ce qui n'est pas. On va discerner dans les émetteurs qui est influent, qui ne l'est pas. Et puis il y a un autre point qui est, je comprends et je discerne les bruits faibles et les choses qui vont m'aider à réinventer et à vraiment tenir compte d'eux, mais il faut en plus que je sois capable de faire ça, non seulement dans différentes langues, mais dans différentes cultures, parce que les appréhensions des habitudes culturelles et des approches d'un produit ou d'un service varient. Alors ça là-dessus, Bertrand, tu dis des choses intéressantes là-dessus. C'est un enjeu évidemment très... C'est pas que de traduire les démarches en chinois, il faut penser chinois pratiquement. C'est un enjeu important que de ne plus seulement raisonner en termes géographiques, même régional. C'est vrai que l'attitude du consommateur peut être tout à fait différente pour la même chaîne de restauration rapide, peut être tout à fait différente à Périgueux qu'à Lille. Donc je dirais que ça c'est un axe de recherche, c'est comment finalement je dirais, détecter des bassins d'opinion qui dépassent les frontières Mais géographiques. le chinois par exemple, Et on a tendance à dire ok c'est très compliqué, comment je vais faire pour traduire toutes mes affaires, comprendre ce que disent les Chinois, je vais devoir trouver des interprètes, des traducteurs, etc. C'est bien au-delà de ça. C'est que le chinois, par rapport à un produit, une voiture française, par exemple, il ne va pas la regarder du tout comme les Français regardent la même voiture française. C'est pour ça que c'est important que nous soyons capables, à terme, de l'évaluer. Ça posera après d'autres questions aux hommes de marketing dans les entreprises, qui est d'adapter, dans la mondialisation, d'adapter le produit davantage aux critères de ses clients, que ce soit d'ailleurs de service ou de produit, parce que peut-être que les Chinois attendent une autre forme de service que celui qu'on peut lui proposer aujourd'hui aussi. Il ne parle pas du même point aussi. Il ne parle pas du même point. Et un bon service vu par un Chinois, c'était pas du tout un bon service vu par un Exactement, Américain. exactement. Il y a des, dont on parlait tout à l'heure. dans le domaine du vin, on sait que les Asiatiques, par exemple, n'ont pas la culture forcément du vin, et qu'il faut, si on veut vendre du vin au Japon, il faut faire parfois des parallèles avec la cérémonie du thé pour faire comprendre ce que ça représente pour nous. Donc, bon, voilà, là, il y a un champ d'investigation qui est tout à fait passionnant. On n'est pas tout à fait encore, mais c'est sûr. Alors, une question qui me vient aussi, c'est, on a souvent parlé sur chaque client des challenges du service marketing face à des produits technologiques, par exemple, ou des consommations technologiques à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça accélère, ça change vite. On prend 100 millions de nouveaux clients sur Facebook tous les 3 mois. Et les services marketing avec des démarches comme celle-là, elles ne sont pas forcément instantanées. C'est plutôt instantané du côté de Bumblebox, Oui. ça l'est moins du côté de KPAM. Donc, est-ce qu'on a toujours le temps de prendre ce recul et de mener les études? Est-ce que ça change pas tellement vite que... Voilà. J'espère, mais c'est sûr. Moi, j'ai fait le business, attendez. Alors, c'est important de mesurer Comment je fais? il y a le temps d'approfondissement. Je pense qu'il faut en effet. Il faut voir l'évolution, il faut historiciser les choses, mais c'est important. On travaille vraiment, on travaille aussi après pour approfondir. Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a vraiment deux choses. Il y a deux choses qui sont à deux niveaux très différents. Je pense qu'il y a effectivement un monitoring presque permanent que permettent certaines approches, notamment celle de Bumblebox, qui permet effectivement d'avoir des indicateurs, des baromètres, des alertes comme ça, etc. Voilà, en permanence, qui suivent ça très précisément. Et puis il y a des gens comme nous qui, effectivement, vous disons tous les trimestres ou tous les 6 mois, prenez le temps de comprendre ça en profondeur. On va regarder ce qui s'est dit les 6 derniers mois sur Internet, sur tel sujet, sur votre marque, sur votre marché, sur je sais pas quoi, sur le sujet qui vous intéresse. Puis on va ratisser large.
on va ratisser potentiellement internationalement parce qu'on travaille aussi dans pas mal de langues, et puis on va analyser ça en profondeur, et on va prendre le temps de l'analyse. Alors le temps de l'analyse, ça prend le temps de ratisser plus le temps de l'analyse, ça va prendre 3-4 semaines au total, mais on va aller regarder ça en profondeur, comprendre ce que les gens voulaient dire, détecter les signaux faibles, détecter les tendances, les mesurer précisément, etc. etc. Mais il faut prendre parfois le temps de l'analyse, sachant que c'est pas 4 semaines près, je veux dire, la face du monde ne va pas forcément changer. C'est vrai qu'il y a des périodes de crise, de où là, lancement, nous on est effectivement pas armés pour ça, parce qu'on n'a pas des temps de réaction suffisamment rapides pour gérer des périodes de crise, mais pour faire par exemple des analyses après période de crise, pour comprendre comment ça s'est passé, etc., on peut aussi le faire, ça aussi. Voilà. C'est ça une question de quoi pour accélérer ça serait, non, il faudrait, nous on prend du temps pour, on compte tout, c'est-à-dire que quand on prend un corpus de texte, on compte chaque mot on va le quantifier, on va le prendre en compte, etc. Il n'y a pas un mot qu'on va laisser tomber de côté. Donc... Mais c'est assez automatisé. Non, ça c'est fait, à la main, Ouais. Donc on fait ça à la main, nous. Donc c'est toute la beauté et le tragique de notre travail. Non, mais c'est que ça prend du temps, forcément. Mais c'est ça qui permet une quantification incroyablement précise. Et surtout, on ne fait jamais de contresens. Je ne veux pas dire que les autres font ça, mais je veux dire, on prend toujours chaque mot dans son contexte, etc. Et on le comptabilise dans le contexte sans se tromper, du coup. Et c'est ça qui fait la solidité et la beauté de notre affaire. Mais ça prend un tout petit peu de temps, il faut le faire, je vous dis, ça prend 3-4 semaines, etc. Mais il faut le faire. Voilà. Et pour relier deux termes à la mode, est-ce qu'on peut relier e-réputation et community management? Thierry? C'est toujours Thierry. Le community management, gestion de communauté, pour moi, il existe depuis toujours. On se focalise sur la fonction de community manager, de community management. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà en conversation avec le client par le biais du service consommateur, par exemple, ou par un service client perfectionné. Est-ce que c'est pas le même concept pratiquement, qui veut dire simplement je transfère la vraie vie sur Internet et on parle d'e-réputation parce que c'était réputation mais sur Internet avec ces phénomènes d'amplification et d'accélération et de diffusion. De la même manière, le community management, c'est se mettre à une fenêtre qui n'est pas juste regarder des gens passer devant ma vitrine, mais qui est de regarder la globalité de ce qui les outils au service de la conversation. Voilà. Donc les outils et les fonctions au service de la conversation pour gérer ma réputation, enfin pour collaborer avec le client, pour discuter selon la posture de l'entreprise. Et ce qu'on vient de se dire, c'est que plus une marque est forte, plus elle est sereine, plus elle prend le temps de la réflexion. Quand on lui montre des choses sur ce qui se dit sur elle, moins il y a de surprises. Vos meilleurs clients, vos plus grandes marques, sont ceux à qui vous présentez des choses qui ne sont pas surpris en fait. Ça je le savais, je sais qu'on dit ça de moi. Et voilà ce que je fais. Ceux qui raisonnent avec la pression d'Internet et cette espèce de dictature de l'instantanéité, voilà ce qui se dit, faisons quelque chose tout de suite, embauchons un community manager, enfin nous créons une page sur Facebook. Ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Une marque forte, avec un fort positionnement. Créer une équipe de community management, c'est pas forcément céder la pression, ça peut être tout simplement. Non, c'est bien, c'est un outil. S'organiser. Je veux dire, le community management, pour moi, c'est un détail ou une mode ou un nom en ripolline, un concept. On s'extasie devant cette nouvelle fonction. Ça. Oui, effectivement, il faut maîtriser Internet, il faut maîtriser un certain nombre de techniques. Moi, j'ai la même image de dire que le community manager, il va, je pense, à terme piloter ce qui sera 5% de la conversation autour de la marque. Parce qu'aujourd'hui, etc., je pense que 95% de la conversation ou des propos sur la marque que doivent tenir les consommateurs ne sont pas encore là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est en train de s'acharner à comment piloter 5%, alors qu'on doit construire les 95%. C'est ça le problème. Et c'est ça, et l'enjeu, il est fondamentalement là. Donc à quoi ça sert d'essayer de piloter 5% et d'essayer d'influencer 5%, alors que le job de la marque, ça serait de construire les 95%, les 95 autres pourcents. C'est ça le job. Et c'est ça l'avenir. Et c'est là-dessus que ça passera, mais inévitablement. Mais j'en suis absolument convaincu. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc l'énergie de la marque, elle doit être sur comment je construis les 95%. Comment je génère 95% de plus de commentaires qui viendront de mes consommateurs. Et là-dessus, il y en aura 8 sur 10 ou 9 sur 10 qui seront heureux, parce que j'ai bien travaillé, etc. Il y en aura 1 ou 2 sur 10 qui ne sera pas content. Mais voilà, c'est comme on est en train de parler de manière plus prosaïque d'évolution du
du service client de la marque. Bien Parce sûr. que nous, dans les call centers, on peut dire que la grosse partie de l'activité, c'est de répondre à des clients sur des problématiques techniques, quand ils ont un problème, le mieux qu'on peut, en acceptant, parce que c'est normal, paraît-il, qu'une bonne partie d'entre eux n'arrivent pas à nous appeler parce que ça coûte trop cher, etc. etc. Et nous, on travaille chez Télétech sur l'idée de passer d'une notion de service client à une notion de community center. C'est qu'on est vraiment plutôt en interaction, et l'enjeu qui se pose à nous, c'est de faire évoluer les équipes et les organisations pour être capables de faire ça. Et je pense que moi, je vais adresser à une plateforme relationnelle. À terme, Voilà. vous serez la plateforme relationnelle. Vous serez, vous serez au centre de l'entreprise, parce que vous aurez la connaissance des clients. Et c'est ça, et fondamentalement, le service client va évoluer de façon radicale dans les années à venir pour devenir une plateforme relationnelle, la plateforme d'échange privilégiée. Et c'est ça l'enjeu. Oui, on est bien dans cette... On est d'accord, et il est temps de conclure rapidement parce que merci beaucoup en tout cas de vos contributions. Merci. Et vous autres, au bout, n'hésitez pas à réagir et questionner les intervenants. C'est un vrai sujet, on est vraiment au début d'une histoire, c'est un peu ce qui nous motive tous en fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.